Samedi, vers 9h30 heure locale, les forces combinées des États-Unis et d'Israël ont lancé une frappe coordonnée contre la République islamique d'Iran. Au cours des premières 24 heures, plus de 1000 frappes ont été menées contre des cibles à travers le pays, touchant des centres de commandement, des bases militaires et des infrastructures critiques. Des dizaines de dirigeants politiques et militaires iraniens ont été tués dès le premier jour de l'opération, baptisée Fureur épique par les Américains et Lion rugissant par Israël. Le guide suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, qui dirigeait l'Iran depuis 1989, a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont déclaré que leur objectif était un changement de régime. Depuis 47 ans, le régime iranien scande « Mort à l'Amérique ». Ce régime est sur le point d'apprendre que personne ne devrait jamais remettre en question la force et la puissance des forces armées des États-Unis, a déclaré le président américain Donald Trump. Les deux dirigeants se sont également adressés directement au public iranien, les exhortant à saisir l'occasion, à profiter du chaos et à renverser les autorités de la République islamique. Mais l'Iran ne recule pas. En réponse à ce qu'il qualifie d'agression américano-israélienne, Téhéran a lancé des centaines de missiles balistiques et de drones non seulement vers Israël, mais aussi contre des bases américaines à travers la région. Jusqu'à présent, 3 soldats américains ont été tués et 5 autres blessés lors de ces attaques. Donald Trump, qui a autrefois condamné les guerres sans fin menées par ses prédécesseurs au Moyen-Orient, de l'Afghanistan et de l'Irak à la Libye, a maintenant lancé sa propre guerre contre l'Iran. Comme ceux qui l'ont précédé, Donald Trump parie sur une guerre courte et une victoire américaine décisive. Mais le sentiment du Moyen-Orient a trompé plus d'un président américain. Examinons maintenant la situation. Les États-Unis et Israël mènent leur campagne contre l'Iran selon une répartition claire des rôles. Alors que l'armée américaine se concentre principalement sur la réduction des capacités militaires de l'Iran, Israël s'est focalisé sur des frappes de décapitation, des opérations ciblées visant à éliminer la direction politique et militaire de la République islamique. Les forces de défense israéliennes ont affirmé que rien que le premier jour de la guerre, plus de 40 officiers iraniens de haut rang ont été tués. Certaines de ces morts ont déjà été confirmées par Téhéran. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les personnes suivantes ne sont plus en vie, tout comme Nazir Zadek, le ministre de la Défense iranien, Ali Shamkhani, conseiller militaire principal du guide suprême, Mohammad Pakpour, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, et Abu Rahim Moussavi, chef d'état-major des forces armées iraniennes. La cible la plus importante qu'Israël a réussi à éliminer, cependant, était l'ayatollah Ali Khamenei, lui-même, le guide suprême de l'Iran depuis 1989. Les conséquences de sa mort seront abordées sous peu. Au cours des derniers mois, Israël, avec les États-Unis, a effectivement décapité la haute direction de presque toutes les organisations hostiles de son réseau régional. De Hamas au Hezbollah et maintenant à la République islamique elle-même, l'accent mis par Israël sur la direction politique et militaire ne devrait pas surprendre. Comme l'ont déclaré le président Trump et le premier ministre Netanyahou, l'objectif des opérations Fureur épique et Lion rugissant est l'effondrement de la République islamique. La stratégie américano-israélienne repose sur une hypothèse centrale. Une fois la direction iranienne éliminée, un vide politique apparaîtra, et que les Iraniens ordinaires combleront ce vide, se soulèveront et renverseront ce qui reste du régime. En pratique, cependant, ce plan pourrait s'avérer extrêmement difficile à mettre en œuvre. Lors de la guerre de 12 jours de l'année dernière, le premier ministre Netanyahou a également appelé les Iraniens à se soulever, mais cet appel n'a donné aucun résultat concret. Penser que cette fois sera différente est audacieux, d'autant que nombre d'Iraniens se rappellent les manifestations anti-gouvernementales de cette année, lorsque Trump avait exprimé son soutien en public, pour finalement ne rien faire, alors que les autorités iraniennes ont réprimé les troubles avec brutalité. Jusqu'à présent, rien n'indique que l'appel américano-israélien ait l'effet escompté dans les rues des villes iraniennes. Nous voyons plutôt des personnes en deuil, rassemblées pour pleurer la mort de l'ayatollah Khamenei. En même temps,
Il faut dire que notre vision des événements à l'intérieur de l'Iran reste incomplète. Le gouvernement a imposé de vastes restrictions sur Internet, ce qui rend difficile d'évaluer l'ampleur et l'évolution réelle des événements sur le terrain. Pour revenir à la dimension militaire, l'ampleur de la campagne américano-israélienne est énorme. Israël a déployé environ 200 avions de chasse, ce qui en fait la plus grande opération aérienne de combat de l'histoire du pays. Les États-Unis ont engagé un nombre comparable d'appareils soutenus par des bombardiers stratégiques B-2 et des missiles de croisière Tomahawk. Les avions américains opèrent à partir de 2 groupes aéronavals, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford, ainsi que depuis plusieurs bases militaires à travers la région. Le groupe d'attaque comprend des FA-18, des F-16, des F-22 et des F-35, ainsi que des drones MQ-9 Reaper et le système sans pilote à faible coût LUCAIB. L'ensemble de l'opération est soutenu par des centaines de plateformes supplémentaires dans les domaines aériens, naval, cybernétique et logistique. À Téhéran, les frappes ont visé les institutions centrales du pouvoir d'État, du complexe présidentiel au ministère de la Défense et du Renseignement, jusqu'au quartier général de l'état-major général iranien. Au-delà de la capitale, les principales cibles incluent Ispahan, qui abrite un complexe nucléaire clé, Parchin, un important centre de recherche sur les explosifs, Qom, Kerman, Shah, Karaj et Ilam, ainsi que des installations militaires. À travers le pays, la marine iranienne semble avoir subi des pertes importantes. Le président Trump a déclaré que 9 navires de guerre avaient été détruits ou coulés, y compris une corvette de classe Yamaran qui était amarrée dans le port de Jabahar. Une cible particulièrement importante était l'île de Kark, le centre par lequel environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran transitent. L'île a été frappée, bien que l'ampleur exacte des dégâts reste incertaine. Bien que les Américains et les Israéliens préféreraient rayer la République islamique de la carte, cette dernière ne compte pas abandonner sans se battre. Environ 1 heure après la première vague de frappes américano-israéliennes, les forces iraniennes ont lancé des opérations de représailles. Une telle réponse rapide a été possible parce que Téhéran avait récemment assoupli ses règles d'engagement, accordant aux commandants, sur le terrain, une large autonomie au cas où le contact avec le commandement central serait perdu. L'Iran a nommé son opération « Vraie promesse ». 4. Téhéran tire des missiles balistiques et lance des drones non seulement contre Israël, mais aussi contre des installations militaires américaines dans toute la région. Les attaques les plus intenses visent les bases américaines sur la rive opposée du golfe Persique, au Koweït, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Taïwan. Mais les frappes iraniennes de l'autre côté du golfe ne visent pas que des cibles militaires. Des infrastructures civiles ont également été touchées, notamment des aéroports et des hôtels de luxe prisés par les visiteurs étrangers. Parmi les cibles signalées figuraient l'hôtel Fairmont de Palm à Dubaï et l'aéroport international du Koweït. Des frappes ont même été menées à Oman, un pays qui a traditionnellement maintenu des liens étroits avec l'Iran et dont les diplomates tentaient encore de servir de médiateurs entre Washington et Téhéran. Il y a seulement quelques jours, le barrage le plus intense a été dirigé contre les Émirats arabes unis. À la date du 1er mars, l'Iran a lancé environ 165 missiles balistiques et 541 drones en direction du territoire émirati. Pour les Émirats arabes unis, l'attaque représente un choc majeur pour leur réputation. L'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour les passagers internationaux, a été temporairement fermé. Cependant, les responsables émiratis insistent sur le fait que leur réseau de défense aérienne, construit autour des systèmes Patriot, Skynet, Barak et même des unités Pantyr de fabrication russe, a atteint un taux d'interception supérieur à 90%. Pourtant, un certain nombre de missiles et de drones ont réussi à passer. Les attaques de l'Iran contre les États arabes font partie d'un calcul stratégique plus large. Téhéran parie que les monarchies du Golfe, confrontées à des risques économiques et sécuritaires directs, feront pression sur Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Mais c'est un pari dangereux qui pourrait facilement échapper au contrôle de l'Iran. La stratégie repose sur l'hypothèse que les gouvernements arabes éviteront toute riposte directe, ne voulant pas être perçus comme combattants aux côtés d'Israël. Cette hypothèse peut être partiellement correcte, mais la situation est plus complexe.
les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël et maintiennent une coopération politique et sécuritaire étroite. Même si le Conseil de coopération du Golfe ne coordonne pas une réponse collective, il n'est pas exclu que les Émirats arabes unis agissent de manière indépendante. En fait, les Émirats ont déjà annoncé la fermeture de leur ambassade à Téhéran et ont commencé à évacuer le personnel diplomatique d'Iran. Pendant ce temps, le conflit déborde au-delà de l'Iran et d'Israël, entraînant davantage d'acteurs du Moyen-Orient dans les combats. Le premier jour de l'opération, les forces américaines ou israéliennes ont frappé une base appartenant à des milices pro-iraniennes en Irak. En réponse, Kataïb Hezbollah a lancé des attaques contre des installations militaires américaines. D'autres membres du réseau régional de l'Iran sont également entrés dans le conflit. Le Hezbollah libanais a commencé à bombarder le nord d'Israël, tandis que le mouvement Houthi du Yémen a annoncé la reprise des attaques contre la navigation commerciale, en passant par le détroit de Bab al-Mandab, un point de passage stratégique reliant la mer Rouge à l'océan Indien. Les tensions montent également dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. Le premier jour de la guerre, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a diffusé un avertissement radio ordonnant aux navires de ne pas traverser le détroit. Le lendemain, un pétrolier nommé Skylight, naviguant sous pavillon des Palaos, a été attaqué. Cependant, le navire appartenait apparemment à la soi-disant flotte fantôme, utilisée pour faire passer en contrebande du pétrole iranien en violation des sanctions. Cela soulève la possibilité que Téhéran ait délibérément utilisé le Skylight, en réalité l'un de ses propres navires, pour organiser une démonstration de force contrôlée. Bien que le ministre des Affaires étrangères iranien ait ensuite déclaré que Téhéran n'a pas l'intention de fermer le détroit d'Ormuz, le signal a déjà eu un effet puissant. Un nombre important de pétroliers ont choisi d'éviter complètement le passage et attendent désormais au large, près des côtes des Émirats arabes unis et d'Oman. C'est un premier signe qu'une perturbation même limitée pourrait avoir des conséquences économiques mondiales. La République islamique d'Iran est à la fois en lutte et en deuil. Le matin du 1er mars, la télévision d'État a officiellement confirmé la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. L'annonce a marqué le début d'une période de deuil national de 40 jours, mais aussi le commencement d'un transfert de pouvoir sensible et potentiellement déstabilisateur. Khamenei avait 86 ans. La direction politique et militaire de l'Iran savait depuis longtemps que le temps du guide suprême touchait à sa fin, mais sa mort soudaine et violente a été un choc pour l'establishment. Selon la constitution iranienne, jusqu'à la sélection d'un nouveau guide suprême, l'autorité doit être exercée par un conseil intérimaire composé de 3 membres. Le président Massoud Pezeshkian, le chef de la justice Gholam Hossein Mosseini et Ali Reza Arafi, représentant le Conseil des gardiens. Le nouveau guide suprême sera choisi par l'Assemblée des experts, un organe clérical composé de 88 membres. En principe, la sélection devrait avoir lieu aussi rapidement que possible. En pratique, cependant, les conditions de guerre pourraient retarder considérablement le processus. Convoquer les 88 membres pourrait s'avérer difficile et les rassembler en un seul endroit comporterait des risques de sécurité évidents. Pour cette raison, il est de plus en plus probable qu'Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, jouera un rôle majeur, bien que non officiel, dans la gestion de l'État pendant cette période de transition. Le conseil qu'il dirige est l'organe clé de l'Iran pour définir la sécurité nationale et la politique étrangère. Notamment, c'est Larijani, et non le président Pezeshkian, qui est apparu à la télévision d'État pour expliquer le processus de succession et la gestion temporaire du pays. Encore plus frappant, des rapports avaient circulé environ 2 semaines avant l'attaque selon lesquels l'ayatollah Khamenei avait indiqué cela en privé. En cas de son décès, Larijani devrait assumer de facto la direction jusqu'à ce qu'un nouveau guide suprême soit choisi. Si cela est vrai, cela ferait de Larijani non seulement une figure intérimaire, mais aussi le principal faiseur de roi en Iran. En ce moment de guerre, d'incertitude et de fragmentation interne potentielle, l'identité du prochain guide suprême demeure une grande inconnue. Les spéculations sur les successeurs potentiels circulent depuis des années et de nombreux noms ont été évoqués au cours de ce processus. Parmi les personnes mentionnées figure Mojtaba Khamenei, le fils du défunt guide suprême, Hassan Khomeini, le petit-fils du fondateur de la République islamique, et Sadegh Larijani, le frère d'Ali Larijani. Il ne manque pas de candidats potentiels. En même temps,
désigner une personne en particulier à ce stade ne serait que pure spéculation. Ce qui semble toutefois peu probable, c'est une succession au sein d'une même famille, que ce soit la lignée des Khamenei ou celle des Khomeini. Après tout, la République islamique a été fondée en opposition au règne héréditaire du Shah, et le poste de guide suprême n'a jamais été conçu pour fonctionner comme une charge dynastique. Pour rester sur la question de la succession, il faut aussi noter que ces dernières années, il a souvent été affirmé que la question était déjà réglée en coulisses, qu'un futur guide suprême avait été désigné de manière informelle. Cependant, il n'y a jamais eu de preuves solides pour étayer ces affirmations. La plus grande incertitude dans la confrontation actuelle entre l'Iran, Israël et les États-Unis pourrait bien être le président Donald Trump lui-même. En annonçant le lancement de l'opération Fureur épique, Trump a déclaré que son objectif était le renversement de la République islamique et a appelé les Iraniens à se soulever et à lutter pour leur liberté. Pourtant, quelques heures plus tard, une fois qu'il est devenu clair que l'ayatollah Khamenei était mort, son ton a changé de manière significative. S'adressant aux journalistes, Trump a déclaré que la mort du guide suprême pourrait en réalité faciliter la conclusion d'un accord diplomatique avec Téhéran. Comment ces deux déclarations s'accordent-elles et où est la logique ? La clé est de distinguer entre les objectifs que poursuit Israël en Iran et ceux du président Trump. Israël semble déterminé à provoquer l'effondrement de la République islamique. Dans le cas de Trump, le même niveau de détermination est beaucoup moins évident. Le président semble prêt à tout moment à se retirer de l'objectif de changement de régime, si les coûts de la guerre commencent à devenir trop élevés, en particulier si le conflit provoque une forte hausse des prix mondiaux du pétrole. Donald Trump lui-même l'a clairement indiqué dans des commentaires à Axios peu après l'attaque. « Je peux continuer pour prendre le contrôle de tout l'Iran, ou je peux y mettre fin en 2 ou 3 jours et dire aux Iraniens « à bientôt ». Dans quelques années, si vous recommencez à reconstruire vos programmes nucléaires et de missiles. Les déclarations suggèrent que Trump reste ouvert à un règlement négocié avec Téhéran. Pour Israël, cela crée une complication stratégique majeure. Pourquoi les Iraniens répondraient-ils à l'appel de Trump à se soulever contre la République islamique si leur potentiel, le soutien américain, qui parlait de changement de régime il y a seulement quelques heures, indique maintenant sa volonté de négocier avec ce même régime. Même si le président Trump décide de reculer devant la guerre avec l'Iran, il est raisonnable de supposer qu'Israël fera tout son possible pour empêcher une fin prématurée du conflit. Pourquoi ? Parce que l'Iran a déjà survécu à une première manche de ce combat, et Benjamin Netanyahou voudra s'assurer que cette fois-ci, ce sera différent. La référence ici fait évidemment allusion à un conflit de 12 jours de l'année dernière, connu sous le nom d'opération Lion-Levant. À l'époque, Israël a mis en lumière d'importantes faiblesses internes en Iran et a même réussi à entraîner les États-Unis dans l'opération. Mais les résultats finaux ont été limités. Aucune révolte interne n'a suivi, et le programme nucléaire iranien n'a pas été entièrement détruit. Aujourd'hui, Israël pourrait voir une seconde chance de démanteler la République islamique et il sera déterminé à la saisir. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent, surtout compte tenu de l'évolution rapide des attitudes des jeunes Américains envers Israël. Netanyahou peut supposer que les conditions politiques à Washington pourraient devenir moins favorables à l'avenir. En même temps, une question cruciale demeure. Des contraintes matérielles pourraient-elles faire dérailler les plans israéliens ? La stratégie américano-israélienne repose sur l'hypothèse que des frappes aériennes et navales soutenues déclencheront des troubles internes en Iran. Mais que se passe-t-il si aucun soulèvement n'a lieu ? Quelles options resteraient alors ? Une invasion terrestre semble hautement improbable. Donald Trump s'est toujours opposé à l'idée de déployer des troupes au sol. Et l'opinion publique américaine montre peu d'appétit pour une autre guerre de grande ampleur au Moyen-Orient, ce qui laisserait place à une campagne prolongée menée depuis les airs et la mer. La question devient alors, combien de temps les États-Unis et Israël peuvent-ils soutenir une telle guerre ? Avant l'attaque contre l'Iran, des fuites dans la presse américaine évoquaient des inquiétudes internes. Le général Dan Kane, président du comité des chefs d'état-major interarmés, aurait conseillé au président d'éviter une confrontation prolongée, avertissant que les stocks de défense antimissiles américains pourraient être insuffisants pour contrer des missiles balistiques iraniens soutenus. Selon un article de journal citant une évaluation militaire,
Les forces américaines estimaient que les stocks d'intercepteurs ne suffiraient qu'à environ 2 semaines de conflit de haute intensité, à moins que l'Iran n'épuise son propre arsenal de missiles. Tout d'abord, les inquiétudes concernant des stocks limités ont peut-être déjà influencé la prise de décision américaine. Ailleurs, des contraintes matérielles similaires auraient été l'un des facteurs ayant conduit Washington à réduire l'opération Rough Rider, la campagne contre les forces Houthis du Yémen. Ainsi, la République islamique comprend que sa propre survie est désormais en jeu. Acculée, il est probable qu'elle se batte avec encore plus de détermination. Les États-Unis et Israël parient que l'assassinat de l'ayatollah Khamenei marque un tournant décisif. Un tournant qui provoquera l'effondrement du système et la chute de la République. Sans minimiser l'importance de la mort de Khamenei, il y a cependant une question fondamentale qui mérite d'être soulignée. Ces dernières années, la politique étrangère de Khamenei avait été profondément inefficace. La route vers la crise actuelle a commencé le 7 octobre 2023 lorsque le Hamas a attaqué Israël, déclenchant une confrontation plus large entre Israël et le réseau régional de l'Iran. C'était une confrontation que Khamenei avait du mal à gérer, perdant ses alliés un par un. Le chef du bureau politique du Hamas a été tué par Israël alors qu'il était en visite à Téhéran. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est mort lors d'une frappe israélienne à Beyrouth, et le président syrien a été chassé du pouvoir après une offensive rapide des rebelles. Tout au long de la confrontation avec Israël, l'Iran est resté en grande partie passif et réactif, exposant à plusieurs reprises ses propres limites. Dans une certaine mesure, cela reflétait le style de leadership personnel de Khamenei. Il était, par nature, un décideur prudent et conservateur. Cette prudence était visible non seulement dans la stratégie régionale de l'Iran après 2023, mais aussi dans le programme nucléaire lui-même, alors que l'Iran développait régulièrement ses capacités. Khamenei n'a jamais donné son approbation politique à la construction effective d'une bombe nucléaire, malgré la pression d'une partie de l'establishment politique iranien. Si la République islamique survit finalement à l'épreuve actuelle, et ce scénario n'est pas si improbable, la nouvelle direction politique et militaire du pays pourrait se montrer bien moins retenue. Paradoxalement, ce conflit pourrait aboutir à un Iran plus militarisé, encore plus déterminé à acquérir des armes nucléaires, qui serait alors perçu comme la seule garantie fiable contre de futures attaques américaines ou israéliennes.